Je vous laisse la parole si vous voulez, Morgane. Oui. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour les 8e journées de la FEMS. Donc, je me présente rapidement. Je suis Morgane Conchis, directrice de l'écomusée des Forges, qui est un musée de France dans le Morbihan, à Zinzac-le-Christ, et qui conserve donc la mémoire d'une communauté ouvrière qui s'est construite autour des forges industrielles de Bretagne au 19e et 20e siècle, avec aussi une forte dimension traditionnelle bretonne. Autant vous dire que j'ai une collection qui cumule vraiment tous les objets qui concernent le sujet d'aujourd'hui, à savoir des machines, des outils, des costumes, des objets du quotidien et des outils de navigation. Et je tenais aussi à remercier la FEMS de m'avoir proposé cette modération. Donc sans tarder, je vais vous présenter une courte introduction sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire restauration et utilisation des collections industrielles et ethnographiques. Bon, c'est pas une introduction exhaustive, hein, c'est plus de lancer des perches, on va dire, de borner un petit peu le sujet et voilà, de s'interroger justement sur en quoi ce sujet questionne aussi la nature même d'un musée, donc nos missions, quelque part. Donc, restauration et utilisation des collections industrielles et ethnographiques. Dans ce titre, on perçoit déjà qu'il y a deux aspects, même si au final, ces deux aspects sont reliés par une même logique, c'est-à-dire la nature même des collections qu'on conserve dans nos musées. On peut introduire ce thème en se posant 4 questions, en instaurant 4 problématiques, on va dire. Alors déjà, qu'est-ce que restaurer ce type d'objet? On est sur des objets ethnographiques de société qui ont donc une nature spécifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des objets forcément extraordinaires, qui ne sont pas forcément beaux et qui vont être importants par leur usage. Donc c'est vrai que la question c'est déjà comment on restaure, à quel point on restaure. Est-ce qu'on laisse les traces d'usage? Normalement il le faut puisque l'intérêt justement de ces objets c'est de voir leur utilisation. Ensuite, quand on restaure, à quel point on restaure? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut remettre en marche, par exemple, quand on est sur des objets motorisés? Et dans ce cas, qu'est-ce que ça implique après? Une deuxième question, c'est qui est-ce qui restaure? On vient de le dire, c'est des objets qui sont particuliers, des objets du quotidien. Donc là vient la question des savoir-faire. Déjà, comprendre l'utilisation de ces objets, ce qu'on n'a pas forcément à faire pour un objet, on va dire, type beaux-arts, pour les restaurer au mieux. Et ensuite, trouver les compétences. Ce n'est pas forcément dans le milieu des musées qu'on va trouver les compétences. Donc là, on va être amené à sortir de notre zone de confort en allant voir des bénévoles, des artisans. Dans ce cas, comment on concilie justement cet aspect informel avec un monde très régulé qui est le monde de la DRAC. Troisième question, quelle place on laisse justement à ces savoir-faire dans notre monde? Les objets qu'on a sont liés justement à ces savoir-faire et c'est leur intérêt. Cependant, on voit que le patrimoine immatériel n'est pas forcément vraiment la préoccupation principale d'un musée de France, en tout cas dans la définition. Donc, si on prend la définition d'un musée de France, c'est toute collection permanente composée de biens, etc. On est bien sur des biens. Donc, il y a une sorte de tension justement où on peut se poser la question quelle place on laisse, quel rôle on a à jouer dans la conservation de ce patrimoine immatériel qui est pourtant indispensable pour comprendre et pour valoriser et restaurer nos objets. Enfin, quatrième point, utilisation des collections. Donc, c'est la fin de notre sujet d'aujourd'hui. On pourrait dire que c'est un terme antithétique, hein. Utilisation, collection d'un musée de France. Normalement, ça ne va pas du tout ensemble. Pourtant, en effet, on s'aperçoit que certains types d'objets ne sont vraiment pas parlants s'ils ne sont pas remis en état et si on ne voit pas le geste qui les accompagne. Alors, dans ce cas, comment on fait? Est-ce qu'on prend des doublons? Est-ce qu'on utilise la collection elle-même? Il y a des cas où on n'a pas d'autre choix. Dans quel cadre on va faire ça? Est-ce qu'on met un atelier dans le musée? Comment on assure la conservation de ces objets? Et que se passe-t-il si l'objet est abîmé justement pendant cette utilisation? On débouche pour clôturer ce cercle sur une nouvelle tension. Justement, par exemple, un moteur est restauré. Il doit être utilisé si on ne veut pas qu'il se grippe, mais l'utilisation risque de l'abîmer.
on est dans une sorte de cercle. Donc, on voit qu'on tourne toujours autour des mêmes problèmes, hein, la tension entre le cadre légal et la réalité des collections, la tension entre nos missions de conservation et de médiation, et celle entre la nature même de nos établissements, qui donc questionne la place et le statut qu'on a pour le patrimoine immatériel dans nos établissements. Voilà, donc j'espère que cette rapide introduction aura ouvert le sujet. On passe tout de suite à des cas précis et concrets avec 3 intervenants. Donc, on commence par Madame Noémie Lechat, qui est chargée des collections à l'écomusée de l'Avesnois, donc on est dans le nord de la France. C'est un écomusée qui propose un atelier du verre, un atelier du textile, avec des démonstrations. Une autre problématique sera abordée par Géraldine Zamond, qui est directrice du musée des sapeurs-pompiers. Donc là, on est dans le sud de la France, à Lyon. Et elle nous parlera de la restauration d'un véhicule CBA avec une importante implication de bénévoles. Enfin, on part dans l'Ouest avec Philippe Bardel, qui est conservateur de l'écomusée de la Vincinette, donc on est à Rennes Métropole, et qui évoquera justement des études menées par l'écomusée sur ces problématiques précises. Je rappelle juste que les séances sont filmées, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez éteindre votre écran. Vous pouvez aussi éteindre votre micro pour éviter les bruits parasites. Et donc, je cède tout de suite la parole à Noémie Lechat. Bonjour à tous, bienvenue et je remercie la FEMS de nous avoir invités à participer. Donc, je vais partager immédiatement mon écran avec vous. Voilà, est-ce que cela fonctionne? Ça fonctionne. D'accord. Donc, j'attaque tout de suite par une petite présentation de l'écomusée de l'Avesnois. C'est en fait excusez-moi. Il s'agit de 2 sites, donc le musée du textile et de la vie sociale à Fourmies et l'atelier musée du verre à Trélon, réunis sous la thématique de montrer et faire, qui est notre nouveau PSC en cours d'écriture et de validation. Et donc, ces 2 sites sont issus de la sauvegarde de 2 sites industriels en activité depuis le milieu du 19e siècle jusque dans les années 1970. La caractéristique principale de ces 2 musées est de présenter des démonstrations et des savoir-faire en action. Donc, nous présentons à Trélon des démonstrations de soufflage de verre et à Fourmies des démonstrations de machines textiles en fonctionnement. Les 2 sites produisent notamment des gammes d'objets vendus en boutique dans les boutiques des musées. Et nous avons dans l'équipe des médiateurs au profil spécifique, nous avons 2 artisans verriers et un ancien contremaître de filature. Donc, je vous l'ai dit, la caractéristique principale du musée de Fourmies, c'est d'avoir ce parc machine qui constitue la colonne vertébrale du musée du textile. C'est un parc machine en fonctionnement qui est issu de la sauvegarde de machines de formation du centre local de formation de textile qui est fonctionné à Fourmies jusque dans les années 1969. Le contexte de la disparition de l'industrie textile à cette époque a encouragé le centre socio-culturel de Fourmies à sauvegarder absolument ces machines et ensuite à en faire un musée. C'est ce qui est donc à la base de la création de notre écomusée. Donc, dans ce parc machine, nous avons 39 machines en exposition et nous avons par ailleurs une 50aine de machines textiles qui sont en réserve. La plupart datent de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e. Rapidement, à Trélon, on a un petit peu le même principe, à savoir une verrerie qui s'arrête dans les années 70 quand elle cesse son activité. Donc, le matériel est laissé sur place avec les machines, l'infrastructure de production, les productions, les archives. Donc, tout ça a été récupéré par des bénévoles qui ensuite on en fait un musée. Mais bon, voilà, c'est pour information, je vais passer assez rapidement. Donc, le parc machine est organisé de façon à présenter les différentes étapes de production textile, depuis le cardage de la laine jusqu'à la fabrication de textiles avec des métiers à tisser et de la bonneterie. Donc là, on est sur de la maille. Et toutes les étapes sont présentées. Donc, le cardage, la préparation à la filature, la bonneterie, le tissage, le pelotonnage, etc., etc. Donc, ça ne correspond pas à la mise en place dans une usine, mais c'est une présentation pédagogique.
Sur cette quarantaine de machines en exposition, la plupart d'entre elles sont en état de fonctionnement et sont actionnées pendant les visites. Le parc machine a été installé donc dans les années 80 puis restructuré dans les années 90 et ce travail a été assuré par des bénévoles et par des salariés. La plupart d'entre eux sont des anciens ouvriers des industries textiles qui existaient encore un petit peu, enfin avaient tendance à disparaître. Donc on a eu la possibilité à cette époque-là de trouver des ouvriers spécialisés, des monteurs, qui nous ont permis, au fur et à mesure des acquisitions de ces machines, de les installer dans le parc du musée. Donc il ne s'agit pas d'une restauration musée de France au terme où on l'entend aujourd'hui, mais véritablement d'une installation et d'une mise en fonctionnement de ces machines, puisque dans les premières années de l'écomusée, il s'agissait d'une scope. Donc il y avait véritablement la volonté de produire, de fabriquer sur un mode traditionnel. Mais voilà, on avait vraiment cet aspect de production, aspect qui reste aujourd'hui, même dans la façon dont on appréhende aujourd'hui le parc machine dans le musée. Alors, comme je vous disais, à chaque visite, les machines sont actionnées et mises en fonctionnement les unes après les autres. Et donc, ce travail est assuré par nos médiateurs. Chacun d'entre eux est formé au fonctionnement de ces machines. Il sait les faire fonctionner, il sait les réparer, faire des petites réparations si jamais il y a des casses au niveau des fils ou des choses comme ça. Chacun des médiateurs est formé à cette utilisation quand il arrive. Par contre, pour ce qui est de la maintenance, de la formation, de la production de gamme pour les boutiques, de travail de conception en partenariat avec des designers textiles, tout cela est assuré par un salarié spécialisé, un ancien contremaître de filature, qui avait déjà le savoir-faire un petit peu quand il est arrivé. Et ensuite, il a été formé par les bénévoles et par notamment un monteur qu'il a formé quand il est arrivé à l'écomusée. Pour ce qui est des procédures, nécessairement, le fonctionnement régulier provoque une usure de certaines pièces qui doivent être régulièrement changées et remplacées. Je parle notamment des câbles, des courroies en cuir, des cordes, des peignes, des tapis de filature, ce genre de choses. Nous conservons à cet effet un stock de pièces détachées. Donc, il s'agit de machines obsolètes, incomplètes, de stocks de machines qui servent uniquement de pièces de rechange, puisque comme elles sont incomplètes, elles ne sont pas rentrées en collection, elles ne sont pas inscrites à l'inventaire. Et donc, ces stocks de pièces nous servent à remettre en marche les machines quand il y a un peu de casse. Souvent, ces stocks sont issus ou d'acquisitions anciennes ou de dons ou de récupérations qui ont été faits au moment de fermeture d'usines dans la région. Chaque remplacement de pièces est scrupuleusement consigné par le médiateur en charge de l'atelier. Cela étant dit, les plus gros travaux d'entretien et de conservation préventive au sein du parc sont à effectuer sur les machines statiques, celles que l'on ne fait pas fonctionner. En effet, celles-ci s'encrassent du fait de l'immobilité. Les machines qui fonctionnent ont des systèmes de brosses et de peignes qui permettent de récupérer les amas de matière et de graisse et qui, du coup, évitent d'avoir trop d'interventions à faire sur ces machines. Pour celles qui sont par ailleurs statiques, les éléments en cuir ont tendance à s'assécher, à s'user beaucoup plus vite et donc doivent être traités plus souvent. La rouille aussi s'installe plus souvent sur les machines qui sont statiques et qui ne sont pas en fonctionnement. Donc finalement, l'essentiel des interventions de conservation et d'entretien sont à faire sur les machines qui ne sont pas en fonctionnement. Tous les produits utilisés par mon collègue sur ces collections sont des produits d'entretien et de réparation industrielle utilisés dans les filatures jusque dans les années 60-70. Donc, ce n'est pas des produits dédiés à la conservation ni à la restauration, c'est vraiment des produits industriels. Dans la façon dont on entretient ces machines, on a un entretien qui est un entretien métier et pas nécessairement un entretien conservation. C'est pour ça que j'utilise le terme d'entretien et pas de conservation préventive. Alors nécessairement, avoir un parc d'objets de collection qui sont mis en fonctionnement à des fins pédagogiques et de production et de conservation des savoir-faire pour un certain nombre de problématiques et d'enjeux que je vais vous détailler ici. L'une de ces principales problématiques est l'épuisement des stocks de pièces de rechange.
On a nécessairement un stock de peigne, un stock de garage, un stock de courroies en cuir, mais au bout d'un moment, on va arriver au bout de ce stock. La plupart de ces pièces sont difficiles à trouver, voire même impossibles à trouver. On doit passer par une refabrication avec un long temps de conception, de recherche pour trouver les bons matériaux, trouver les bons réglages adaptés aux machines. Cela doit s'accompagner d'une recherche documentaire sur les fournisseurs. On a le cas, par exemple, des tapis de filature qui sont en fait des sortes de rouleaux en cuir qui permettent à l'intérieur de la machine de faire avancer la matière laine pour ensuite la faire passer dans les peignes. Ces tapis de filature sont dans un cuir très spécifique, tanné d'une façon très spécifique. C'est un cuir de veau très très jeune. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à trouver. Et quand mon collègue est allé la première fois chez un artisan bourrelier spécialisé pour lui montrer un tapis de filature qui avait donc cassé, il s'agissait d'un ancien bourrelier, donc un artisan. La personne, au premier coup d'œil, était capable d'identifier qu'il s'agissait d'un tapis de filature. C'était la première fois qu'il en voyait depuis 40 ans. Et donc, il a eu du mal à en refabriquer un. Et la raison pour laquelle il a réussi à le refabriquer un, c'est parce qu'il lui restait du stock de cuir qui datait de plus de 50 ans et qu'il avait réussi à conserver. Donc, c'est le genre de cas, concrètement, une fois que les stocks de cuir vont être finis, la question va se poser de comment on va faire pour retrouver ces pièces. Idem, on a un stock de peignes issus de la filature quand elle a fermé, mais comment on fera quand on n'aura plus ces peignes? Il va falloir les faire refabriquer, c'est toujours des procédures longues et compliquées. Il y a aussi un enjeu de mise aux normes de sécurité électrique, notamment, sans forcément, en essayant de ne pas dénaturer nécessairement l'objet. Certaines de ces machines ont été électrifiées au cours de leur utilisation. On voit notamment sur des machines des années 20 où la machine n'est pas étudiée de base avec un système électrique, mais a été électrifiée au cours de son utilisation par les filatures ou par les constructeurs. Donc, c'est des adaptations. Des fois, on a les moteurs à côté, des fois, on a le moteur qui est intégré dedans. Voilà comment on fait pour les faire fonctionner dans un établissement qui accueille du public. On a forcément des commissions de sécurité, ce genre de choses. Donc, comment on fait pour assurer la sécurité de ces machines quand on les actionne? Par ailleurs, je vous expliquais tout à l'heure que les remises de marche ont été faites par des bénévoles dans les années 90. Ces remises de marche n'ont pas nécessairement été documentées, ont été réalisées par des anciens ouvriers et pas par des conservateurs ou des restaurateurs. Donc, du coup, on a assez peu de documentation sur les interventions qui ont été faites par ces machines au moment où elles ont été acquises par l'écomusée et au moment où elles ont été intégrées au parcours d'exposition. Donc, nous, quand on essaye d'interpréter ces machines et de prévoir un peu les travaux qu'on va faire dessus, on a du mal à identifier les éléments qui ont été rapportés par l'écomusée et les éléments qui sont témoins de l'utilisation de ces machines par l'entreprise et qui, donc, du coup, sont des témoins essentiels de l'évolution des techniques et de l'évolution d'utilisation de ces machines, puisque la durée de vie d'une machine, ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau type de guilds qui est inventé que forcément les anciens sont abandonnés. Ils peuvent être utilisés sur des décennies, mais ils sont systématiquement adaptés en fonction des évolutions en termes d'énergie, des évolutions en termes de sécurité des ouvriers. Et donc pour nous, forcément, c'est très très intéressant, mais on a un peu de mal parfois à faire la différence, en tout cas pour les périodes récentes, entre ce qui a été installé au moment de l'écomusée, et donc du coup à un moment il va falloir changer, et ce qui est témoin d'une utilisation ancienne. Et enfin, on a aussi le problème de la perte en cours de ces savoir-faire de maintenance, de réglage, de mise en fonctionnement, d'installation. Ce sont des métiers très spécialisés qu'on n'a pas en interne et qui ont tendance à disparaître avec la disparition d'une industrie depuis les années 70. Certaines machines, la remise en fonctionnement de certaines machines aujourd'hui qui ne fonctionnent pas est très difficile parce que le savoir-faire est perdu ou parce que les métiers spécialisés sont partis, ont suivi l'industrie. On a le cas notamment du métier à tisser Gadel que vous avez là en photographie, qui est un métier à tisser manuel utilisé dans les années 1950. À notre connaissance, il n'existe que 4 métiers à tisser comme celui-ci en France et il n'y a plus qu'un seul tisserand qui sait le remettre en marche et qui sait l'utiliser. Donc, il y a un peu une urgence de sauvegarde de ces savoir-faire. C'est ce sur quoi on travaille actuellement
pour identifier les savoir-faire qui sont toujours présents sur le territoire, identifier les anciens ouvriers et travailler avec eux sur la sauvegarde de ce patrimoine immatériel via le projet Voie Textile, où on met en place des entretiens dirigés et donc on essaye de récupérer le maximum de ressources possibles. Et enfin, donc il y a la question forcément des procédures de restauration et de remise en fonctionnement de ces machines dans le cadre de procédures Musée de France. C'est vrai que nous, on ne fait pas du tout appel à des restaurateurs pour tous ces travaux. Ça n'a jamais été fait et donc même maintenant, ce n'est pas quelque chose auquel on a recours très régulièrement. Comme je vous disais tout à l'heure, toutes les rénovations qui sont faites sur les machines sont des rénovations métiers et sont parfois en contradiction avec la déontologie de la restauration. Les courroies en cuir, quand elles ont tendance à casser, on fait une réparation telle qu'elles étaient faites dans les filatures. Donc on dispose dessus des agrafes en métal qui du coup sont absolument tous sauf sont réversibles. C'est des agrafes en métal qui, si elles-mêmes vieillissent, peuvent laisser des traces de corrosion sur les textiles. Donc ces méthodes sont cohérentes avec un patrimoine immatériel, sont cohérentes avec l'utilisation traditionnelle et les savoir-faire traditionnels de ces machines, mais elles ne sont pas cohérentes avec la déontologie de la restauration Musée de France. Donc là, effectivement, on a quelques difficultés à articuler ces différents aspects dans le musée du textile. Je ne sais pas où j'en suis au niveau de temps, je vais peut-être laisser la parole. Il vous reste 1 minute. Combien? Je ne vous ai pas entendu. 1 minute. Donc ça, ce que je viens de vous présenter là, c'est juste un aspect de toutes ces collections qui sont en fonctionnement chez nous, parce qu'on a des machines textiles, mais on a aussi des véhicules anciens, où c'est une autre problématique de véhicules qui ont été restaurés par des bénévoles avant d'être acquises par l'écomusée, et où il y a toujours une forte mobilisation bénévole autour de ces véhicules, et où là, la difficulté, c'est plutôt de réussir à coordonner une équipe bénévole qui est très motivée avec une équipe du musée qui est tout aussi motivée, mais qui est plus stricte au niveau des procédures. Et je vais m'arrêter là. On y reviendra dans les questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour cette intervention. On voit déjà pas mal de sujets. Je propose que, comme les autres séances, on laisse la place aux questions tout à la fin. On enchaîne les interventions. Et donc, la transition est toute trouvée puisqu'on passe justement du véhicule ancien ou véhicule pompier avec Géraldine Damande pour le musée des sapeurs-pompiers de Lyon. Merci Morgane. Bonjour à tous et merci à la FEMS de me laisser la parole pour parler un petit peu donc, de cette restauration. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Allô? Oui, oui, on vous écoute. Je crois qu'on a un petit souci de... Est-ce que vous nous entendez? Elle arrive, elle avait quitté la réunion. Elle arrive, elle est dans la salle d'attente. Aïe. Je sais pas si on peut désactiver son écran. Peut-être passer au prochain intervenant, puisque là, visiblement, elle n'arrive pas à se reconnecter. Je vais donc l'appeler. Est-ce que Philippe Bardel, vous êtes là? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, attendez, du coup, j'ouvre les quelques images que j'avais préparées. Tout juste 2 secondes. Voilà, on va mettre ça en plein écran.
Les imprévus du direct, hein, comme on dit à la télé. Excusez-moi, je vous demande 10 secondes. Voilà, pardon. Bonjour à tous. Donc, l'écomusée du Pays de Rennes a remis son PSC il y a maintenant 1 an. Et donc, la refonte de l'exposition permanente est envisagée pour les prochaines années. Donc, en prévision de cette exposition permanente, je ne développe pas ces aspects. Peut-être certains connaissent la matinée, d'autres ne le connaissent pas, mais on réservera peut-être s'il y a des questions particulières. Vraiment pour être dans la continuité de la présentation qui vient d'être faite, on a exactement des problématiques similaires sur un tout autre domaine, qui est le domaine agricole. Donc je vais partager juste une image, je ne sais pas si vous l'avez tous. Donc une étude a été lancée en fait en prévision de cette refonte de l'exposition permanente sur 2 thèmes qui sont vraiment dans l'ordre du jour de notre journée. La question donc de ces machines anciennes, tracteurs, batteuses, faucheuses, qui sont aujourd'hui présentées dans cette exposition permanente, et puis la question d'un cellier que je vais aborder dans un second temps. Donc, concernant ces deux thèmes, il nous a paru, après presque 40 ans d'exposition, enfin 35 ans, disons, cette exposition a été mise en place en 1987, et bien de faire vraiment un état des lieux approfondi en faisant appel à une étude par des restaurateurs sur les conditions actuelles de conservation. Et dans l'étude, on avait, pour parler un petit peu technique, on avait demandé 3 propositions. Une proposition de restauration pour chacun des objets qui concernait un retour en réserve. Une proposition de restauration qui concernait une présentation statique façon objet de collection dans l'exposition, et une restauration pour permettre le fonctionnement, notamment là dans le cas présent, de la machine, puisque la batteuse que nous allons voir sur, excusez-moi, la batteuse que nous voyons ici, avec son moteur, en fait, avait été électrifiée. Et donc, à la demande des visiteurs, avec deux, trois petites astuces, les bougies avaient été retirées au niveau du moteur. Eh bien, on pouvait en fait faire démarrer la machine et l'ensemble bougeait, si vous voulez. Enfin, l'ensemble se mettait en fonctionnement. Alors, pas à la vitesse d'une vraie séance de battage, mais l'ensemble se mettait en fonctionnement, ce qui, évidemment, surtout au moment de l'ouverture du musée, générait une forte émotion chez beaucoup de personnes issus du monde agricole ou pas, mais en tout cas qui avaient vu des scènes de battage, et donc qui retrouvaient ce bruit très particulier, et puis ce mouvement, même s'il n'y avait pas de paille. Donc on ne l'utilisait pas au sens qui était présenté par l'écomusée de l'Avenois, on ne l'utilisait pas en passant du blé à l'intérieur, mais la machine fonctionnait, tournait, ce qui, évidemment, au fur et à mesure des années, après 30 ans, pouvait occasionner des usures sur les paliers, sur les roulements et sur les courroies en cuir comme celles que vous voyez à l'écran. Donc, sur ces différentes machines, la question je le disais tout à l'heure, la question de la possibilité de les remettre en service avait été posée aux restaurateurs. Alors, pour faire très, très rapide, qu'est-ce qui ressort de ces questionnements? Je ne parle pas de nos conclusions, hein, je vais les aborder dans un second temps, mais qu'est-ce qui ressort de ces questionnements, de cette analyse? Il ressort que, effectivement, la conservation, par exemple, d'un tracteur dans des réserves, vraiment, ça a été abordé sur la précédente présentation, c'est quelque chose qu'on sait faire en réalité. Donc
donc Marc Voiseau, donc le restaurateur qui a mené l'étude, en fait, connaît par exemple tous les dispositifs qui vont être utilisés par l'armée de l'air pour pouvoir stocker des moteurs d'avion pendant 30 ans sans qu'ils fonctionnent et pouvoir les remettre en fonctionnement en cas de conflit, par exemple. Donc il y a des huiles qui sont développées par l'industrie, il y a des choses extrêmement spécifiques qui vont être des produits extrêmement stables, sans acide, enfin, voilà, qui vont permettre une conservation, et je dirais peut-être de manière un petit peu humoristique, qui vont permettre une vidange moteur tous les 30 ans et non pas tous les 30 000 km. Donc ça, c'est pas vraiment le sujet qui posait question, hein. Sans surprise, comme ça a été évoqué à l'instant, le sujet qui pose question, c'est la mise en fonctionnement avec les usures qui sont attachées. La question des pièces, j'avais noté un certain nombre de choses que je ne vais pas répéter puisque ça vient d'être dit par notre collègue, la question des pièces de rechange, la question des savoir-faire, des interventions, par exemple de tourneurs, de soudeurs, qui aujourd'hui n'utilisent plus du tout les mêmes outils qu'à l'époque, donc y compris dans l'entretien, dans la recréation des pièces qui auraient disparu, on peut être en difficulté. Le deuxième espace sur lequel on a eu une expertise qui va être peut-être plus originale au regard de ce que on s'est dit tout à l'heure, c'est le cellier. Alors le cellier, il a notamment une double problématique, c'est-à-dire que d'une part, on a dans un cellier, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie donc dans lequel on fabrique du cidre, ou du vin, ou voilà, mais dans notre cas du cidre. Ce lieu de vie, il est forcément très vite, il ressemble à un débarras, ou il ressemble à un lieu à l'abandon, dès lors qu'il n'y a pas l'odeur du cidre, le vin. Donc ça, c'était vraiment une problématique de muséo qui était quand même assez forte pour nous. Comment permettre que ce lieu, il paraisse vivant, finalement, et qu'il ne paraisse pas comme d'autres celliers qu'on a pu voir dans telle ou telle maison en vente, que sais-je, ou maison qui est vidée suite au décès des personnes âgées qui vivaient dans la maison. Comment est-ce qu'on donne l'image d'un lieu vivant, et comment est-ce qu'on parle de la production de cidre et pas de la nostalgie de maison à l'abandon, hein, je caricature un peu, mais c'était une problématique forte qui ressortait de ce lieu. Pour évidemment la rénovation, hein. La question c'est est-ce qu'on reconstitue ce genre d'espace ou est-ce qu'on les reconstitue pas après 2026. Le deuxième aspect qui est vraiment beaucoup plus intéressant à mes yeux, c'est le fait que, vous le voyez au premier plan de l'image, en fait les tonneaux, enfin les fûts donc du pays de Rennes, ils sont pas cerclés en métal, ils sont cerclés en châtaignier fendu, avec donc de l'écorce des liens d'osier pour tenir les liens. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'image. On a ces séries de liens, là c'est de l'osier. Alors, la difficulté, c'est que il faut trouver le châtaignier qui est entretenu d'une certaine manière, il faut fendre ce châtaignier d'une certaine manière, et il faut trouver de l'osier qui est d'une certaine variété, c'est pas celle pour faire les paniers, et donc continuer à récolter régulièrement pour avoir des tiges suffisamment longues. Donc il n'y a pas que dans les savoir-faire industriels qu'on peut perdre complètement des gestes. Vous voyez là sur un exemple très simple, en fait non seulement on n'a plus les gestes, mais on n'a plus la matière première. Alors, c'est particulièrement problématique parce que autant les douelles, enfin vous voyez les parties qui constituent les parois du tonneau sont en bois, en châtaignier massif, autant les liens et les cercles sont en fait avec leur écorce. Ce sont des parties de bois très jeunes, qui ont 3 à 4 ans au maximum. Ce sont des parties qui vont donc être quasiment impossible à préserver, à part avec des traitements chimiques, et même, c'est quasiment impossible, donc de préserver des xylophages, ce qu'on voit bien sur la photo. Donc, ce qui avait été pratiqué pendant les 30 premières années de la vie de l'écomusée, c'est que tous les ans, il y avait une fête du pommet, qu'à l'occasion de cette fête de pommet, des tonneliers expérimentés, des tonneliers âgés mais expérimentés, venaient refaire tous les tonneaux dont les cercles étaient trop abîmés. Ce qui évidemment pose des questions en termes de conservation préventive, pas tant du point de vue de l'authenticité ou de la déontologie, puisque justement ces cercles dans la vie des fermes étaient refaits tous les ans. Les tonneliers passaient excusez-moi, les tonneliers passaient donc d'une ferme à l'autre et refaisaient les cercles tous les ans. Non, c'est surtout
des problématiques de conservation préventive du fait qu'on ramène du bois jeune, du bois vert, dans une expo permanente. Ça, pour le coup, c'est beaucoup plus problématique. Et du coup, en voulant se prémunir ou je dirais, en tout cas, intervenir pour compenser les dégâts des xylophages, du coup, on ramène à manger aux xylophages. Donc, vous voyez, des choses qui nous paraissaient un petit peu complexes. Et effectivement, sur un cellier où globalement, on a une vraie problématique qui est qu'en réalité, pour des questions de présentation, vous voyez qu'on a ici un gradin avec un audiovisuel qui se trouve juste en face. On a un panneau blanc ici que vous voyez de dos qui évoque la livraison des tonneaux en ville. On a ici un pressoir qui rentre dans l'espace et qui permet la circulation du public, mais en fait qui correspond pas du tout à la taille de l'exploitation. C'est un pressoir de beaucoup trop petite taille par rapport à la quantité de fûts qui sont présents dans ce cellier. Donc la question de la reconstitution était aussi posée en termes de réalisme historique. Voilà. Donc je m'arrête là pour les diagnostics. Alors, sur les prescriptions, voilà, je pense que d'une manière assez différente, on rejoint là encore les préoccupations présentées sur la précédente présentation. Aujourd'hui, la question qui est vraiment posée, c'est la question du sens d'une reconstitution morte, quoi. Est-ce que c'est un lieu dans lequel on va continuer à faire du CID, ou plutôt on va commencer à faire du CID, puisque pour l'instant, depuis l'inauguration de l'écomusée, on n'en a jamais fait. Est-ce que c'est un lieu qu'on va assumer comme un lieu vivant dans lequel on va fabriquer du cidre et donc dans lequel on va avoir des objets qui sont vraiment fidèles aux usages locaux, aux matériaux locaux, aux techniques locales, mais bien vivants, et effectivement avec un renouvellement permanent au fur et à mesure de la dégradation de ces matières organiques, ou est-ce que on va devoir au contraire renoncer peut-être à cette dimension très vivante, enfin en tout cas revendiquer, ou cet objectif en tout cas d'un espace qui paraît très vivant, et assumer un soclage, une isolation par rapport au sol en terre battue, des systèmes de parois, de portes automatiques ou de portes à lame à l'entrée et à la sortie du cellier pour éviter que les insectes, avec les visiteurs, puissent accéder à cet espace. Voilà, donc un parti pris de conservation plus habituel dans nos musées. Et donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en discussion dans le cadre de la réflexion, évidemment, muséographique. La programmation muséographique va démarrer en début de 2022 pour une inauguration que nous attendons pour 2026. Vous voyez qu'on est encore au stade de la réflexion, mais en tout cas, ça me paraissait intéressant de partager cette réflexion avec vous. Alors, j'ai oublié de parler du tracteur, j'ai un petit œil sur l'heure, j'ai oublié de parler du tracteur. Là encore, les mêmes arguments nous viennent à l'esprit. Est-ce que on va faire fonctionner ce tracteur devant le public? Là, pour le coup, la question n'est pas à l'ordre du jour, donc peut-être par rapport à d'autres musées dans lesquels on va avoir des machines qui vont participer à des démonstrations. Nous, on a écarté cette option de faire fonctionner les machines, du moins celles qui sont en collection. À l'occasion d'événements, on peut faire venir des passionnés avec des tracteurs, par exemple. C'est assez simple encore aujourd'hui à trouver. En revanche, la question du parti pris de restauration, celle-là, elle est vraiment fondamentale, et ça fera la transition finalement avec la présentation suivante. La question du parti pris de restauration, elle est fondamentale, et là, clairement, à ce stade, nous distinguons dans notre future exposition permanente la partie existante qui sera vraiment consacrée à l'histoire des agriculteurs, d'une nouvelle partie qui va être créée donc en extension du musée existant, qu'on appelle la halle du vivant aujourd'hui, mais c'est pas très explicite. C'est un lieu qui évoquera l'histoire de l'agronomie et du rapport de l'homme à la nature pour dompter la nature. Et dans cet espace, en revanche, les tracteurs, les machines qui seront présentées pour illustrer des savoir-faire, pour illustrer des innovations technologiques.
Donc, dans ces deux espaces, en fait, à ce stade, mais ça va être soumis à débat, j'imagine, avec vous, à ce stade, nous imaginons que dans la partie consacrée à l'histoire des agriculteurs, à l'histoire du pays de Rennes, on ait vraiment des objets qui soient restaurés avec le plus grand respect des traces d'usage et des manières pardon, des stigmates finalement de la vie de l'objet, tandis que dans cette halle du vivant, au contraire, on assumerait beaucoup plus, comme au compas de Chartres, des restaurations beaucoup plus fondamentales, des objets qui peuvent être livrés de manière plus technique, comme des objets neufs quasiment, parce qu'ils illustrent des innovations technologiques et que dans cet espace-là, on ne souhaitera pas convoquer les souvenirs, la nostalgie du visiteur, mais au contraire lui expliquer un dispositif, un système de relevage, par exemple pour le fameux tracteur Ferguson, qui va être innovant et qui va révolutionner l'histoire de l'agronomie et non pas l'histoire des hommes. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup Philippe. Du coup, on réessaye avec Lyon, Géraldine Zaman pour la dernière intervention. Oui, alors je suis là, je vais essayer de vous partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner cette fois. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Parfait, merci. Alors du coup, eh bien, je vais vous présenter donc la restauration du fourgon-pompe Berliet CBA. Mais avant de venir sur cette restauration, je vais commencer par vous présenter très rapidement le musée. Donc, le musée des sapeurs-pompiers est un musée qui a ouvert en 71, qui a donc 50 ans cette année, qui est un musée associatif, qui a été créé par des bénévoles et qui est devenu musée de France en 2005 pour conserver la collection, puisqu'il y avait un risque que la collection soit vendue et éparpillée, et les bénévoles ont fait cette démarche d'obtention de l'appellation pour protéger cette collection. Suite à cette appellation musée de France, il y a donc petit à petit 5 employés de la filière culturelle qui sont donc arrivés au musée, mais nous avons toujours une quarantaine de bénévoles présents dans l'association. Sur la quarantaine, il y en a une vingtaine qui est vraiment actif, on va dire. Parmi les objets conservés, vous voyez qu'on a tout un tas de matériel plus ou moins récent. Et la partie de la collection qui va nous intéresser ce matin, c'est celle des véhicules, et notamment des véhicules automobiles, puisqu'on a aussi beaucoup de véhicules hippomobiles. Mais donc les véhicules automobiles, nous en avons 160 qui sont entretenus régulièrement par une quinzaine de bénévoles. Alors, parmi ces véhicules, nous avons donc le Berliet CBA, qui est le fourgon que vous avez là. Alors, c'est une photo d'archive en service, ici. C'est un véhicule que le musée a acquis en 1995 et qui était à l'époque vraiment à l'état de ruine. Il était complet, mais en très, très mauvais état. Et tout de suite, les bénévoles ont souhaité faire sa restauration. Mais les années 90, c'était justement le moment où le dossier pour obtenir l'appellation Musée de France était en cours de montage. Et donc, c'était vraiment la priorité. Donc, la restauration a été mise en attente. Et en fait, les bénévoles, donc quand cette appellation a été obtenue, la question de la restauration est revenue sur le devant. Et puis, s'est posé la question de savoir comment on faisait ces nouvelles restaurations en lien justement avec les obligations, cette fois d'un musée de France, puisqu'on était devenu musée de France. Alors, il faut savoir que les bénévoles faisaient déjà de nombreuses restaurations en amont. Je vous ai mis ici un exemple donc d'une échelle qui a été restaurée par les bénévoles. Et ils avaient déjà une technique assez précise de restauration, une rigueur assez importante. Pour eux, le principal objet de la restauration, c'était la remise en état de fonctionnement des véhicules, donc des véhicules qui puissent rouler et fonctionner, et le respect historique de ces véhicules. Ce qui est important à préciser sur nos bénévoles, c'est qu'ils ont une double compétence, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois
mécaniciens, donc ils ont la capacité de réparer ces véhicules, mais ils sont également sapeurs-pompiers, et donc ils savent faire fonctionner ensuite ces véhicules au quotidien. Alors sur le CBA en lui-même, voilà, je vous ai mis ici une photo avant-après restauration. Il y a plusieurs grands principes qui ont été établis par la directrice de l'époque, Madame Bettit. Donc le premier principe, c'était la remise en état de fonctionnement du véhicule. Alors la question s'est posée vraiment de le faire ou de ne pas le faire, puisque le véhicule n'avait pas forcément vocation à rouler de nouveau. Donc est-ce que remettre en état un moteur, c'était voilà, est-ce qu'il fallait le faire ou non? Et les bénévoles étaient absolument convaincus qu'il fallait le faire, parce que pour eux, c'était non seulement remettre vraiment en état ce véhicule, retrouver son bruit, son odeur, mais c'était aussi retrouver les gestes des sapeurs-pompiers de l'époque et voir le quotidien des sapeurs-pompiers de l'époque avec des véhicules qui sont beaucoup plus difficiles à manier que les véhicules d'aujourd'hui. Et donc pour eux, ça faisait vraiment partie de l'histoire du métier. Donc la remise en route était vraiment l'un des principes. Le deuxième, c'était le respect donc, de l'histoire du véhicule. Alors le véhicule, donc le CBA, est un véhicule qui est sorti de son usine en 1919 et qui a fait une carrière jusqu'en 1950 chez les sapeurs-pompiers de Lyon. Et donc, en fait, pendant toute sa carrière, il a eu des modifications, puisque évidemment, le véhicule et puis les techniques de sapeurs-pompiers ont évolué. Donc, le choix s'est porté sur une restauration de l'état fin de carrière, donc de l'état années 50, et non pas d'un état 1919. L'idée étant, bien sûr, de conserver toutes les traces de vie de ce véhicule. Le dernier principe qui a été respecté, c'était celui d'avoir un calendrier de restauration extrêmement précis et des étapes prévues en amont. Alors ça, c'était quelque chose que faisaient déjà en fait les bénévoles. Les véhicules pompiers, bon, comme tout véhicule, sont des véhicules qui sont assez complexes, qui ont plusieurs parties, entre le moteur, le châssis, l'équipement, mais aussi tout l'équipement sapeur-pompier qui a besoin d'être restauré en lui-même. Et les bénévoles déjà fonctionnaient à l'époque partie par partie, en étiquetant toutes les pièces, en essayant de restaurer au maximum les pièces et en changeant les pièces qui ne pouvaient pas être restaurées. Donc finalement, les choses qui étaient imposées par une restauration musée de France étaient assez minimes par rapport aux habitudes qui étaient celles des bénévoles à l'époque. Les nouveautés, c'était d'argumenter le projet en amont face à la commission de restauration. Donc monter un dossier, expliquer pourquoi on allait faire cette restauration de cette façon-là. L'autre nouveauté, c'était de conserver les pièces qui étaient remplacées, donc qui ne pouvaient plus être utilisées mais qu'on remplaçait, et du coup il fallait quand même les conserver. Et la dernière chose, c'était de s'engager vraiment à documenter toute la restauration de A à Z, non seulement au moyen de photographies, vous en avez ici deux exemples, mais également au moyen de fiches techniques. Et là, on s'est appuyé encore une fois sur le savoir-faire des bénévoles, puisqu'on a récupéré les fiches techniques d'ateliers logistiques des sapeurs-pompiers, puisque encore aujourd'hui, il y a un atelier qui s'occupe de l'entretien des véhicules contemporains. Donc, ils ont des fiches de restauration ou de travail sur ces véhicules qu'on a utilisées pour faire cette restauration-là. Donc, voilà les grands principes de la restauration. Alors ensuite, comment ça s'est passé avec la commission de restauration et avec la DRAC? Quand le projet a été présenté, il a été très bien reçu parce que justement le projet très technique changeait des habitudes, on va dire, de la commission de restauration, et ils ont été très intéressés par le projet et par la façon justement dont on pouvait le mener. La vraie question qui s'est posée, c'est de savoir comment on faisait une restauration avec un restaurateur professionnel pour rentrer dans les clous de ce qui était demandé par la commission de restauration. Alors la première idée qui est venue dans la commission, c'était d'abord de faire appel à différents restaurateurs qui puissent chacun intervenir sur les différentes matières du véhicule. Il s'est avéré que c'était en fait beaucoup trop compliqué et puis surtout beaucoup trop cher pour les moyens du musée. Et on n'avait pas de restaurateur qui était
habilités et qui connaissaient vraiment suffisamment les véhicules sapeurs-pompiers. Donc le choix qui a été fait, ça a été de mettre en place 2 instances de supervision de la restauration. Dans un premier temps, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, qui rassemblait à la fois des experts des véhicules anciens, des experts de l'histoire des sapeurs-pompiers et des experts de la restauration Musée de France. Et ce comité a suivi toutes les étapes les plus importantes de la restauration. La deuxième chose qui a été mise en place, c'était d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, il y a un restaurateur qui est quand même intervenu pour donner quelques conseils et puis pour faire quelques restaurations un peu plus techniques que nos bénévoles ne savaient pas faire. Donc, vous avez ici, notamment sur la gauche de l'image, vous voyez une stratigraphie de peinture. Le véhicule, en plus de 50 ans de service, avait été repeint à de nombreuses reprises et donc il a fallu retrouver la peinture qui correspondait à l'époque qu'on souhaitait restaurer. Et ça a été fait par un restaurateur professionnel. Donc en fait, loin d'être une contrainte, finalement, la façon dont on a pu travailler avec la commission de restauration, ça nous a permis en fait d'aller plus loin dans cette restauration et de faire des choses que les bénévoles seuls n'auraient pas été en mesure de faire. Ensuite, au fur et à mesure de la restauration, au-delà de l'aspect technique, il y avait d'autres éléments qui étaient importants à conserver et notamment, comme ça a été évoqué par les autres intervenants, il y avait la question du savoir-faire. Comme je vous l'ai dit, nos bénévoles ont un double statut. Ils sont à la fois mécaniciens et sapeurs-pompiers. Et il y avait des éléments qu'ils étaient vraiment les seuls à pouvoir refaire. Ici, vous voyez le support du dévidoir arrière du CBA qui a été entièrement refait puisqu'il avait disparu. Et ça, il fallait vraiment le savoir-faire de quelqu'un qui a utilisé des dévidoirs et qui a utilisé ce type de véhicule pour savoir comment le refaire. Et puis, bien sûr, comme ça a été également évoqué, la restauration, c'était l'occasion de faire perdurer ce patrimoine immatériel de savoir-faire des bénévoles. L'autre intérêt pour les bénévoles, c'était aussi de se former à des restaurations, à des techniques de restauration professionnelles au contact de ce restaurateur qui est venu nous assister. Ensuite, la question qui s'est posée, c'est la question de l'usage de ce véhicule une fois restauré. On a eu vraiment une appropriation du véhicule. Alors, tout au long de sa restauration, vous voyez ici sur la gauche une partie de l'équipe des bénévoles qui a contribué à la restauration. Pour eux, contribuer à cette restauration, c'était retrouver l'esprit d'équipe sapeur-pompier, qui est quelque chose qui leur manque puisque pour la plupart, ils sont aujourd'hui à la retraite. Et c'était retrouver aussi les gestes de leur profession, leurs gestes quotidiens qu'ils pouvaient avoir à l'atelier. Et bien sûr, l'idée, c'était pour eux ensuite de pouvoir faire rouler ce véhicule puisque le moteur fonctionnait. Et cette demande de faire rouler le véhicule est arrivée vraiment au moment de l'inauguration. Alors, si vous voyez aussi tout qui est sur la droite, qui est le jour de l'inauguration du véhicule, on a fait cette inauguration dans la caserne où le véhicule était en service, qui est la plus ancienne caserne de Lyon, qui est en plein centre-ville, alors que nos ateliers sont à l'extérieur de l'agglomération. Et donc, la demande notamment que j'ai reçue, c'était de pouvoir faire rouler le véhicule sur la route, sur le périphérique lyonnais, pour rejoindre le centre-ville avec ce véhicule. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, mais il y avait une vraie envie de conduire, de monter et de l'utiliser comme à l'époque. Et vous voyez notamment sur la photo de droite, là, ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des sapeurs-pompiers actifs, ceux qui travaillent dans la caserne où on a fait cette inauguration, qui ont vraiment joué le jeu, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance parce que ils avaient, pour eux, ça a été 48 heures très compliquées où on a vidé leur caserne, des engins actifs. Ils ont été obligés de partir en intervention depuis la rue. On a récupéré tout le hall de départ pour mettre les véhicules de collection. Et au lieu de mal vivre cette intrusion dans leur espace de travail, en fait, ils ont vraiment joué le jeu à fond jusqu'à faire cette photo. Certains s'étaient laissés pousser la moustache pour l'occasion. Donc, vraiment une appropriation. Et il a fallu un peu lutter pour qu'ils ne jouent pas, entre guillemets, sur le véhicule de collection.
Mais en fait, pour nous, c'était quelque chose d'assez important parce que on est un musée, certes, mais c'est une profession qui existe toujours, sapeur-pompier, qui est évidemment pas près de disparaître. Et on a un enjeu fort de maintenir le lien entre la profession, l'ancienne profession et la profession telle qu'elle existe aujourd'hui. Et cette inauguration du CBA était vraiment l'occasion de maintenir ce lien et d'intéresser au patrimoine des sapeurs-pompiers qui, a priori, ne s'y intéressaient pas plus que ça. Ici, vous avez une photographie où on voit le CBA et son équivalent actuel et le nombre d'hommes nécessaires pour armer le véhicule et leur équipement, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir ces éléments de comparaison. Donc, en conclusion, pour nous, c'était vraiment un projet qui était vraiment très, très fédérateur pour les bénévoles entre eux, pour les bénévoles et l'équipe du musée, et puis pour le musée et les professionnels actifs aujourd'hui, sapeurs-pompiers. Et puis, c'était quelque chose qui était très intéressant pour le musée aussi, puisque c'est venu en fait valider beaucoup de méthodes de travail qui avaient été mises en place avant l'obtention de l'appellation Musée de France. Et aujourd'hui, on est encouragé par la DRAC à faire d'autres restaurations sur ce même principe, à faire monter en compétence les bénévoles pour en faire un peu des experts qui puissent éventuellement conseiller d'autres musées sur la façon dont on fonctionne. Donc pour nous, cette restauration a été une vraie réussite et vraiment très, très intéressante. Et on prépare la prochaine dès maintenant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Géraldine Valente. Du coup, il nous reste une demi-heure pour les questions. Je ne sais pas s'il y a déjà questions ou retour d'autres expériences, interrogations, si ça fait écho à vos propres problématiques dans vos musées. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des gens qui veulent lever la main pour intervenir. Pour le moment. Du coup, je vais poser mes propres questions, puis ça viendra peut-être au fur et à mesure. Dans notamment les 2 premières interventions, j'ai été marquée aussi par le côté du coup marchand, la question marchande qui se pose, puisque vous produisez en fait, ou vous allez produire si vous faites le choix, par exemple, du cidre. Comment justement vous allez, ou vous combinez ça, en fait, cet aspect marchand d'un point de vue administratif avec le musée, avec la notion aussi de conservation justement des collections. Peut-être pour Léane Gonzalez. Alors peut-être je vais répondre tout de suite parce que nous, en l'occurrence, ça n'a jamais été envisagé. En fait, depuis la création de l'écomusée, nous avons des vergers, nous avons des animaux. Les animaux sont vendus dans le réseau de l'élevage classique. Les fruits sont utilisés dans le cadre des animations. On fait du cidre, si vous voulez, on presse des pommes, mais le jus, en fait, soit on le distribue à des assos, voilà, mais on ne le vend pas, on ne vend pas de fruits. Donc en fait, c'est un parti pris de la collectivité, en l'occurrence, qui ne souhaite pas qu'il y ait ce type de vente. Donc pour nous, c'est pas l'ordre du jeu. D'accord. Et pour l'écomusée du coup de la Baignoire? Dans notre cas, on a toujours été... jusqu'à il y a 2 ans, on était une association et donc administrativement, ça semblait pas poser de problème. Et depuis 2-3 ans maintenant, on est un établissement public de coopération culturelle et donc on a nos propres boutiques qu'on gère nous-mêmes. Donc en termes de comptabilité, je vous avoue que c'est pas nécessairement comptabilité administration, c'est pas forcément un aspect que je connais bien de mon musée, mais je pourrais chercher et vous répondre par la suite. Mais en tout cas, ça posait pas de problème, mais là, ça commence à justement... D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main, je crois. Léane, je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est Madame Baron-Evelyne. Voilà. Oui, bonjour. Donc, je suis Evelyne Baron, directrice du musée de la Seine-et-Marne. C'est une question à Philippe Bardel. Je voulais savoir s'il connaît la variété d'osier qui était employée sur ces tonneaux, parce que nous, on a salicetum avec 12 variétés qui étaient employées sur le territoire du musée.
Et voilà, alors là, je sais que la difficulté avec l'osier, c'est l'identification, parce que les gens qui le fabriquent, enfin, il est possible que ce soit de l'osier de haie chez vous, et voilà quoi. Enfin, souvent il est qualifié avec un nom vernaculaire, donc voilà. Enfin, bon. Alors, tout à fait, je vais faire très court et un peu pittoresque. Donc, en fait, en gallo, dans le pays de Rennes, en fait, on appelle l'osier la liette. Donc la liette, en fait, pour lier les fûts, hein. C'est-à-dire que l'usage vannerie est négligé, du moins les vanneries étaient réalisées plutôt par les nomades, pas par les agriculteurs eux-mêmes, très peu connaissaient ces savoir-faire. Et donc, d'ailleurs, on utilisait plutôt la bourdaine que l'osier, hein, dans le bassin de Rennes. Donc l'osier, c'était principalement pour lier les fûts, d'où ce nom de liette, qui est le terme gallo pour désigner l'osier. Et la variété, c'est pas une plaisanterie, c'est la variété queue de renard, qui en fait est une variété dont les tiges sont quasiment grosses comme mon pouce, et qui a un toupet un peu une espèce de plumeau comme ça au niveau des efflorescences, donc qui donne d'où ce nom de queue de renard. C'est une variété qui a quasiment disparu, puisque les gens qui continuent à cultiver l'osier le font avec des osiers roux, des osiers blonds, pour la création des paniers. Et il y a plusieurs, il y a notamment un vannier sur Rennes qui produit de l'osier pour la vannerie, et qui a travaillé avec des variétés anciennes. Mais effectivement, cette variété qui était utilisée pour les liens n'est plus du tout cultivée aujourd'hui. Et est-ce que vous avez fait une identification génétique via l'INRA ou autre, parce que ça pourrait quand même permettre de comparer si finalement il y a d'autres osiers dont le nôtre, hein, parce que qui existent. Nous, on a fait une identification génétique de nos 12 variétés. Et du coup, on sait mieux quand même ce que c'est que, voilà, par ces noms qui qualifient soit l'usage, soit l'aspect de l'osier. Parce que si d'aventure on avait cette variété-là ou quelque chose de proche, ce serait quand même très facile de vous envoyer des boutures, puisque l'osier, pour le coup, quand même, ça pousse assez facilement partout, voilà. Puis en plus, ça donne des renseignements, c'est pas... Voilà. Je peux vous retrouver faut que j'essaye de retrouver le nom de la personne qui avait fait cette identification, et je vous l'enverrai. Super. Alors, je passe la parole à Anne Barth qui a levé la main. On ne vous entend pas, votre micro est coupé. Vous m'entendez maintenant? C'est bon. Bon. Excusez-moi, je vous ai rejoint un peu tard, mais le lien était passé dans les indésirables. Et du coup, voilà, j'ai manqué la première partie, malheureusement. Moi, je m'occupe des collections de l'écomusée du Haut-Beaujolais, qui est un écomusée à dominante textile, qui est installé dans une ancienne manufacture de couverture et molleton dans le Haut-Beaujolais. Et je m'occupe également des collections de machines à coudre et de cycles du musée Timonier, qui est situé à une dizaine de kilomètres de l'écomusée. Donc, je suis régulièrement confrontée à ces questionnements autour de la mise en fonctionnement des machines, et plus encore actuellement, puisque l'écomusée est en phase de rénovation, de restauration. On est en pleine programmation à la fois architecturale et programmation des collections. Et au moment où je vous parle, on a justement une équipe de préventistes qui est en train d'étudier la vingtaine de machines textiles, pour résumer, qui est pressentie pour être exposée dans le futur parcours permanent, avec une mise en fonctionnement souhaitée, surtout par les bénévoles qui sont à l'origine de la création du musée. Donc, pour des raisons de coût, finalement, qui étaient explosées par le nombre de machines, on a fait un petit peu une étude à 2 vitesses, un état diagnostic de ces machines pour une quinzaine d'entre elles, et puis pour 5, un diagnostic plus approfondi avec l'étude de la possibilité de refaire fonctionner
ces machines. Voilà. Alors, je reviens à la question du cidre, du cellier, etc. Je passe du coq à l'âne. Et simplement, je me demandais si le fait qu'il y ait du cidre dans les fûts ne suffisait pas à repousser les insectes gourmands de vos bandes de châtaigniers, de jeunes châtaigniers tendres. Alors, l'eau de vie peut-être, je ne sais pas, mais le cidre pas du tout, puisque c'est une boisson qui est quand même faiblement alcoolisée, surtout qui est très sucrée, enfin comme tous les vins et boissons fermentées, et donc le sucre en fait qui revient est l'un des problèmes en fait qui gorge les fûts et qui déborde au moment de la défécation. Donc le cidre déborde par la bonde et coule sur les parois. Donc c'est vraiment dans l'option que j'évoquais, c'était vraiment une option où on sortait d'un parcours muséographique, c'est-à-dire que, enfin, d'un parcours muséographique, non, mais d'un parcours où la conservation préventive des musées a lieu. Donc ça veut dire aussi que ça pose la question de l'espace. Est-ce que ça peut être dans un bâtiment qui reçoit des collections, est-ce que ça peut être dans un lieu séparé? Bon, là, on a quasiment la réponse. Voilà, c'est vraiment un basculement un changement de paradigme total. Mais la question, c'est de savoir si ce qui est premier, c'est la conservation dans notre analyse et dans notre prise de décision, ou ce qui est premier, c'est l'expérience du visiteur. Et donc là, de ce point de vue, on a été un peu ébranlé par les restaurateurs eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est eux qui nous ont vraiment dit, mais ça ressemble plus à un lieu abandonné qu'à un cellier vivant. Et effectivement, les visiteurs ne le disent pas forcément, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on est forcé de le reconnaître. Donc, c'est des questions, en tout cas, qui sont ouvertes aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas les réponses, hein. On va travailler ça dans les prochaines années avec le programmiste et le muséographe. D'accord. Et si je puis me permettre, j'avais aussi une question qui concernait la motorisation des machines qu'on souhaite remettre en fonctionnement. Alors nous, on en est encore en amont, hein, puis notre étude est seulement en cours, on n'a bien sûr pas les résultats. Et on se demandait si l'utilisation de moteurs, alors en l'occurrence, ce sont des moteurs qui mettent en route divers, enfin métiers à tisser, quarts, voilà, matériel textile divers. On se demandait si l'utilisation de moteurs anciens ne pouvait pas se heurter à des normes de sécurité du fait qu'on accueille du public. Et comment, est-ce que les uns ou les autres, vous auriez des expériences qui pourraient nous être utiles? Oui. Est-ce que Moi, je veux bien répondre à cette question, toujours Evelyne Baron, parce qu'on a un métier à passementerie dans le musée qu'on a entièrement remonté. Donc, je vais rapidement, brièvement vous expliquer notre expérience. Donc, ce métier, on l'avait récupéré, déjà démonté. Il avait été démonté n'importe comment. Donc, c'est posé la question du remontage parce que, évidemment, personne dans l'équipe, à commencer par moi-même, n'était capable de remonter un tel métier. Donc, on a fait appel à un ingénieur en passementerie qui a beaucoup travaillé avec le musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne et qui nous l'a remonté et a restitué les pièces qui manquaient, hein, qui empêchaient son fonctionnement à partir de pièces qu'il a patiemment collectées, voilà, dans des décennies de travail sur ce sujet. Donc, initialement, ce métier fonctionnait avec une chaîne de moteurs, hein, puisqu'il y avait un moteur qui actionnait 4 métiers à passementerie. C'est des métiers à passementerie qui font du galon simple, enfin quand même jacquard. Et celui qu'on a fait 28 galons voilà, qui se ressemblent et qui peuvent avoir des couleurs différentes. Et en fait, ce qu'a fait cet ingénieur qui s'appelle Guy Scherer, c'est qu'il a formé l'équipe technique, comme ça a été vu avec les bénévoles là, des pompiers et puis d'autres témoignages tout à l'heure. Donc notre équipe technique hein, qui est assez polyvalente, parce qu'on est un petit musée de 10 agents, et il les a formés à faire fonctionner le métier sans moteur pour des démonstrations
Alors évidemment, il y a des machines avec lesquelles ce n'est absolument pas possible, hein. On ne fait pas tourner un métier comme on fait tourner une moissonneuse-batteuse, bon, c'est bien évident. Mais nous, on n'avait pas la place de créer la distance, parce que ce qu'on nous avait demandé, c'est de créer une distance nécessaire pour que le moteur ne puisse pas être approché par le public, en fait, une mise à distance. Voilà, ce qu'avaient exigé tout simplement les pompiers, ce qui dans notre cas était impossible. Et d'autre part, ce n'était pas souhaitable pour ce métier parce que ça faisait encore plus souvent, ça sollicitait beaucoup plus le métier en étant motorisé qu'en étant manipulé à la main. Voilà. Et aujourd'hui, donc l'équipe manipule ce métier à la main, sait réparer les fils qui cassent quand même, hein, c'est un des problèmes de ce type de métier. Et en plus, quand les ourdissoirs sont vides, il faut les réalimenter. Donc, on est obligé de faire appel aux quelques maisons qui savent faire ça dans la région de Saint-Étienne, parce que ça se fait avec des ourdissoirs que nous, on n'a pas. Enfin, on en a, mais ils ne sont pas capables de faire ça. Et donc, mon équipe a été aussi formée par Guy Scherrer pour remonter la chaîne quand on est obligé, quand les ourdissoirs arrivent à bout. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Et ça, c'est très difficile, par contre. Donc, ils le font en 2 jours, alors qu'un bon passementier le fait en quelques heures, mais c'est pas grave, ou 2 ou 3 jours. Ils ont appris à le faire, et finalement, quand ils font des démonstrations, d'abord, effectivement, je confirme, comme pour la batteuse de l'écomusée de Rennes, c'est magique pour les gens, enfin, même s'ils n'ont pas de lien d'ailleurs avec ce métier, hein. Toute machine qui fonctionne émerveille le public, mais ça permet aussi un échange entre les techniciens et qui expliquent tout ça, hein, au public, et ça aussi, ça émerveille le public. Et à tel point que je crois que le musée d'art et d'histoire de Saint-Étienne, qui lui, pour l'instant, fait appel au vivier local, hein, aux bénévoles, enfin aux gens qui aujourd'hui sont bénévoles qui étaient du métier, mais les gens sont en train de disparaître, va peut-être faire la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, sur certains métiers, il n'y a plus les bénévoles. Donc il faut bien se poser la question de comment on continue à faire fonctionner tout ça. Donc la transmission du savoir-faire, bon, certes, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a exercé le métier, qui a des tas de choses à raconter dessus, hein. Mais à un moment, je crois qu'on n'a pas le choix. Voilà, et en plus c'est très intéressant, moi mes techniciens, en fait, les techniciens du musée, ils adorent ça. Enfin, c'est aussi quelque chose qui les valorise beaucoup. Ils deviennent médiateurs. Ils ont acquis un savoir-faire, et voilà. Donc, mon témoignage. Mais en fait, la question des moteurs, c'est la question de la mise à distance des moteurs, pour répondre précisément à votre question. Donc, si on a la place, c'est faisable, mais c'est aussi la question de la sollicitation de la machine, qui s'use plus vite. Merci pour votre témoignage. Je me permets de reprendre la main une petite minute donc, pour les gens qui veulent répondre, mais surtout pour les 3 intervenants, justement pour enchaîner sur le témoignage précédent. Au niveau des médiations, vous avez tous évoqué que c'était souvent des artisans qui venaient de l'extérieur ou des sapeurs-pompiers professionnels. C'est des professionnels, mais qui ne sont pas forcément médiateurs à la base. Justement, comment ça s'est combiné? Est-ce que vous avez eu des difficultés à ce niveau-là? Et puis pour le futur, comment vous envisagez justement la conservation de ce savoir quand ces bénévoles justement vont vieillir? Est-ce que vous appuyez sur des réseaux? Enfin voilà, ces questions-là. Je ne sais pas si l'un de vous 3 veut répondre. Du coup, moi, je me permets de... Dans notre cas, c'est un peu différent. Une partie de l'équipe, c'est des professionnels du textile qui ensuite sont devenus médiateurs et qui du coup transmettent leur savoir-faire à la nouvelle génération de médiateurs qui arrivent, tout en sachant que ça pose quand même un certain problème puisque les médiateurs ne sont pas ouvriers textiles à plein temps. Donc on arrive vite à
à des blocages dans l'acquisition de savoir-faire. Ça demande quand même des notions de mécanique, des notions de savoir textile très précis. Et donc on a aussi ce problème quand on a un réseau professionnel de par nos salariés qui sont des anciens du textile. Ils ont toujours leur réseau professionnel qui a quelques dizaines d'années mais qui existe toujours. Et malgré qu'on ait ce réseau de professionnels et de bénévoles et de gens qui gravitent toujours autour de l'écomusée, en termes de transmission et de sauvegarde des savoirs très spécifiques, notamment sur les questions des réglages des machines en fonction de la matière première, des choses vraiment très techniques, il n'empêche que ça reste à l'heure actuelle difficile à sauvegarder, à documenter et à compiler pour nous. Et on n'a pas forcément les réponses à ces questionnements, mais ça fait partie des enjeux actuels. Et justement, pour le moment, pour former un médiateur, il vous faut à peu près combien de temps, vous estimez à combien de temps, un médiateur qui ne connaît pas du métier à la base? Alors, ça dépend. Ça peut aller de quelques semaines à quelques mois, sachant que quand un médiateur arrive, on le forme à utiliser la machine en démonstration. On ne le forme pas à préparer la matière première et l'insérer dans la machine, on ne le forme pas à la maintenance, on ne le forme pas à... Voilà, on a un médiateur qui est maître d'atelier, si je peux dire comme ça, qui s'occupe vraiment du parc machine. Et les médiateurs, quand ils arrivent, on les forme à la démonstration. C'est des compétences plus allégées, entre guillemets, si je puis me permettre, sans vouloir être... Non, tout à fait. Voilà. Des choses différentes. J'enchaînerai justement par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous, on a la particularité qu'on n'a pas un sujet, en fait, puisqu'on a un cheptel vivant avec des zootechniciens, enfin des soigneurs qui s'occupent de ce cheptel vivant. On a des aspects très historiques sur les rapports ville-campagne, sur lesquels les médiateurs, au sens habituel des musées, sont mobilisés. Et sur ces questions de démonstration, il est très clair, pour répondre à la question de Morgane, que pour moi, en tout cas pour l'état actuel des choses, la question n'est pas de savoir quels professionnels vont former les médiateurs. Et moi, je retourne complètement la chaussette. C'est si on ne fait pas de médiation, les savoir-faire vont disparaître. C'est très simple. Hein. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne fait du cidre dans des fûts en bois. C'est beaucoup plus compliqué que dans des cuves en résine. Hein, je peux en témoigner à titre personnel. Donc, si on continue à garder ces cerclières qui sont très particulières dans le paysage du pays de Rennes, des espèces de forêts de châtaigniers très étroites, très élancées, pour faire ces cercles, bah, évidemment, elles ont disparu. Donc, ça veut dire qu'il faut reconstituer cette cerclière. Ça veut dire, vous voyez, on est quelque chose qui n'est pas au sein du musée. Hein. Vraiment, je retourne complètement à la question, hein, Morgane. C'est vraiment pas de savoir si nos médiateurs vont être capables de s'approprier ce savoir-faire. C'est que dans la réflexion muséographique, si on ne fait pas ce choix, on fait le choix d'une exposition, c'est le tombeau de Léline. Je le dis pas de manière négative, mais ça veut dire qu'on va transmettre aux générations futures un objet momifié qu'on va traiter sans doute pour éviter les infestations. Si on veut transmettre le savoir-faire de toutes ces étapes de conduite des arbres, de taille ensuite des bois, d'assemblage, d'étanchéité, parce que si je vous donne évidemment tous les matériaux, c'est pas pour ça que le fût va être étanche, hein, c'est des fûts qui font 1200 à 1600 litres, donc qui pèsent aussi un poids conséquent. Donc tout ça, c'est des choses qui évidemment vont être compliquées à demander à un médiateur à qui on va demander ensuite de faire une animation sur la veillée et les traditions chantées, et puis ensuite sur les relations économiques entre la ville et la campagne. Donc il est évident que pour un écomusée comme le nôtre, la question des partenariats, la question de la mobilisation d'associations de passionnés et la mobilisation de professionnels qui vont pouvoir, certains hein, qui vont être intéressés au sujet, qui vont pouvoir à la fois parler de réalité économique et d'actualité, parce que c'est aussi souvent, on l'a pas évoqué, mais une question des visiteurs. Mais alors aujourd'hui, est-ce que vous en vivez? Enfin voilà, ce genre de choses. Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir en vivre aujourd'hui? Et puis des questions beaucoup plus techniques de savoir-faire. Je m'arrête là, mais il me semble illusoire de penser qu'on va former des médiateurs au sens habituel du musée, en tout cas dans un musée comme le nôtre, à des savoir-faire aussi spécialisés et aussi divers. Je rebondirais pour dire que chez nous, c'est un peu pareil. On a en plus chez nous une dimension qui est très particulière, qui est que nos visiteurs, quand ils viennent, ils veulent voir des pompiers. En fait, les médiateurs, pratiquement les intéressent pas. Désolée pour mes collègues, mais en fait, ils viennent parce qu'ils veulent être au contact de professionnels. Et donc, nous, l'enjeu, c'est surtout en fait de trouver de nouveaux bénévoles, puisque nos bénévoles, je pense que c'est le cas dans la plupart de vos musées, vieillissent forcément et ne sont plus aussi présents qu'avant.
Et donc, on a nous mis en place une façon où en fait, de temps en temps, enfin tous les jeudis en fait dans l'atelier du musée, c'est le jeudi des bénévoles. Et pratiquement ce jour-là, l'équipe est très peu présente parce que on favorise vraiment la transmission entre pompiers. Et on a constaté que s'il y a des non-pompiers qui sont présents à ce moment-là, les discussions ne sont pas les mêmes, la transmission n'est pas la même, et en fait, on s'immisce dans quelque chose et on change vraiment la donne quand nous, on est présent. Donc, il y a des moments où vraiment on réserve à la transmission entre nos bénévoles plus âgés et nos bénévoles plus jeunes, et des fois, on ferme un peu les yeux sur ce qui est fait sur les collections parce qu'ils vont montrer comment fonctionne le véhicule, même si c'est un véhicule de 1920, ben regarde, boum, là tu tapes là, et puis hop, et puis là, bouf, l'échelle elle se lève et c'est génial. Donc il y a des fois des choses un peu, voilà, faut pas regarder quoi. Mais c'est à ce prix-là qu'on a effectivement cette transmission qu'on est obligé de conserver parce qu'on a beau essayer de former les médiateurs et les mettre en lien avec les bénévoles. Finalement, les médiateurs n'auront jamais le savoir-faire, comme le disait Philippe, ils ne pourront jamais répondre à toutes les questions. Et en plus, ça n'est pas vraiment la demande du public qui souhaite vraiment rencontrer des pompiers. Oui, alors je veux bien faire intervenir là-dessus parce que c'est évident, c'est-à-dire que un médiateur culturel ne sera jamais un professionnel qui a acquis un savoir pendant toute sa vie et qui a une expérience de vie qui n'est pas la même. C'est vrai, mais on peut aussi faire quelque chose, je trouve, de merveilleux avec des médiateurs qui peuvent aussi expliquer des choses. Par exemple, sur le cidre dont parlait Philippe Bardel, comme il disait, il n'y a plus personne qui fait du cidre avec des tonneaux parce que à chaque fois, enfin, ça bousille plus le cidre. Aujourd'hui, on fait ça dans du plastique. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus, sur des cuves qui sont adaptées et qui préservent d'infestations qui bousillent le cidre en cours de production. Mais ça aussi, c'est intéressant d'en parler. Effectivement, les choses ne sont pas équivalentes. Enfin voilà, ça aussi, c'est une demande du public. Nous, il y en a beaucoup qui nous demandent comment on fait du cidre. Enfin, on a des démonstrations de pressage de jus de pomme, etc. Mais avec des moyens modernes. Voilà, c'est pas aussi autrefois c'était formidable, tous ces savoir-faire, tout ça, tout s'est perdu, et il y a aussi les savoir-faire se transforment. Donc, moi je pense vraiment que les médiateurs, j'entends hein, qu'ils ne peuvent pas équivaloir un professionnel et qu'il y a une magie de la rencontre avec un mineur ou avec un... Voilà, mais il faut admettre qu'à un moment, sur certains savoir-faire, il n'y en aura plus. Voilà, des pompiers, il y en aura toujours, hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a des savoir-faire où à un moment, il n'y en aura plus. Ou alors, le savoir-faire, ce sera complètement transformé, et c'est aussi le propre d'un savoir-faire, c'est-à-dire que tout s'adapte, tout change. Et je pense que l'écomusée, le musée de société rend compte aussi de ça. C'est d'où l'importance, je pense, justement de la question de la transmission de ces savoirs. Donc, dans vos trois cas, les savoirs, c'est vrai, ont été un peu préservés quand même si c'est des cercles totalement extérieurs au musée. Dans mon cas précis d'un écomusée industriel, en fait, des ouvriers de sidérurgie lourde, ils sont tous décédés. On n'en a plus. Donc là, il y a eu vraiment la question chez nous de la transmission justement de ces savoirs, comment on faisait, comment on forme des médiateurs, sachant que quand on est issu d'histoire de l'art, je vous assure que le fonctionnement de hauts fourneaux et de la minoire, on n'est pas formé pour. Donc justement, comment on arrive à récupérer aussi ces savoirs, parce qu'il y a quelques personnes, il y a plus de personnes qui ont vraiment travaillé dans les forges, mais il y a des enfants qui ont quand même bien connu le fonctionnement. Donc comment on arrive à préserver ces derniers témoignages? Et là, on part presque dans des enquêtes ethnographiques où il faut retrouver les personnes et essayer de récupérer ces derniers témoignages pour garder aussi ces savoir-faire au mieux, en tout cas, peut-être pas parfaitement, mais au mieux.
Est-ce qu'il y a, alors il y a une personne qui lève la main. Agnès Fellard, ça? Oui, bonjour. Agnès Fellard, c'est juste un petit peu pour compléter ce que vous disiez, c'est très intéressant, mais au-delà du public, par exemple, donc nous sommes un musée. Alors, excusez-moi, on vous entend Vous m'entendez mal, mal? en fait. Vous m'entendez mal? Alors, je suis désolée, vous m'entendez mal? Ça crédit. Ah bah alors, tant pis, c'est pas grave. Oula. Non, mais si vous m'entendez pas, c'est pas grave. Alors, peut-être, déplacez-vous peut-être ou le micro. Ouais, j'ai des problèmes de matériel. Est-ce que c'est mieux là? Un petit peu. Moi, un petit peu. Non, mais c'est pas grave. J'en ferai Peut-être dans le chat, si vous pouvez poser la question dans le chat, on va y répondre. Exactement. Un message dans le chat, désolé. Quelqu'un d'autre peut-être? Non? Est-ce que les intervenants voulaient rajouter quelque chose parce qu'on arrive presque à la fin du temps imparti? Non. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets, hein, avec justement ces questions de choix de restauration, choisir les étapes. On a beaucoup parlé des savoir-faire, justement, hein, de la conservation, mais aussi élément intéressant, je trouve, la question des pièces de rechange, justement, ces éléments matériels qu'on ne trouve plus. Et on voit que là, on va bien plus loin que justement juste la conservation simple d'un objet. Il y a quand même beaucoup de questions connexes qu'on a dû traiter. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. Léane? Si je peux me permettre, je voudrais enchaîner sur notre nouveau site internet sur lequel on a mis en place un espace pro donc qui pourrait nous permettre justement de poursuivre les échanges sur ces sujets, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de questions auxquelles qu'on avait abordées mais qu'on n'avait pas forcément pu approfondir. Donc je vous invite à créer justement un compte sur cet espace pro, donc sur notre site internet, et à accéder à ce forum sur lequel vous pourrez poster des sujets et répondre à ceux des autres pour continuer les conversations. Pour le prochain jeudi aussi, on se retrouvera, si vous le souhaitez, le 10 juin, probablement sur la place de l'artiste dans les musées de société. Voilà. Je vous remercie donc à tous d'avoir participé, et puis bien sûr aux intervenants pour ces échanges qui étaient très riches. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. De même. Merci à tous. Merci. Merci. À bientôt. Merci à vous, bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.